As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Eh bien, bonsoir à tous. Avec un tout petit peu de retard et surtout beaucoup d'embûches puisqu'on a dû reporter 3 fois cette rencontre autour de Little Corsica. Donc, c'est notre 3e sunset à domicile. Bon, cette fois-ci, on est tous en direct de l'officine avec Patrick Delassène qui vient présenter donc, notre dernier ouvrage aux éditions Materia Script à Little Corsica. Donc Patrick Delassène qui est à la fois scénariste, écrivain, réalisateur et dont on va donc présenter son ouvrage et dont on va écouter des extraits par Grégory qui va apparaître bientôt à l'écran. Donc je laisse d'abord la parole à Grégory pour introduire un peu le livre sans en parler au début et par une première lecture. Voilà. Ah, lecture. Little Corsica, Patrick Delassène, chapitre 6. En Jamaïque, comme tous les ghetto-men, Godwin s'était confronté à la dure réalité dès son plus jeune âge. Il était donc né dans un des plus durs bidonvilles. Ce sinistre et non moins fameux bidonville créé au milieu d'une décharge publique à Kingston. Le taux de chômage qui y régnait était de 50%.
Sur l'île de la Jamaïque, l'extraction de la bauxite, la culture de la canne à sucre pratiquée par la Tate & Lye, qui en avait le monopole, la United Fruit Company ou le tourisme, ne suffisaient pas au plein emploi. Ça avait ôté au tout jeune Godwin tout espoir de s'en tirer autrement qu'en trafiquant la ganja que les paysans pauvres ou les rastas cultivaient de Montego Bay au Blue Mountain pour la revendre à la capitale. Ensuite, contrairement à Aaron, que son père avait emmené à Londres après la séparation d'avec leur mère, Godwin, comme la plupart des adolescents, avait rejoint la criminalité politique et grossi les rangs d'un des deux partis de Jamaïque, le Jamaican Labour Party de Siga et le People National Party de Manley, opposaient leurs militants respectifs dans une véritable guerre fratricide électorale. Les tracts étaient des machettes, les affiches lardées d'impacts de Glock et les votes se pratiquaient au Uzi. Le bidonville de Riverton City étant pour le parti de Manley, le Parti national populaire, Godwin l'avait donc rallié. Le symbole du PNP était la bière Red Stripe, son étiquette rouge signifiant qu'on était dans le camp communiste. Avec sa couleur verte, la Heineken était aux couleurs du parti opposé, le GLP. Le niveau de violence politicienne était tel qu'un buveur de bière se transformait immanquablement en assiette d'argile bon pour le baltrap s'il se contentait de boire une Red Stripe ou à l'inverse une Heineken dans un lieu inapproprié. Godwin était donc devenu un ennemi juré du GLP, et comme l'exigeait la tradition, il avait activement participé aux violentes rivalités lors des élections. C'est à l'âge de 17 ans qu'au cours d'une campagne électorale, il avait décapité à la machette un top ranking, un meneur du GLP. Pour un jeune road boy, descendre le meneur d'un gang rival était un honneur. Très vite, Godwin avait été auréolé d'une féroce réputation. Il était alors devenu gunman pour le Don Gada, un drug lord, du posse Concrete Jungle. Dans ce gang dealant la cocaïne, Godwin avait tenu une coke house comme revendeur. Puis il s'était fait une spécialité du drive-by shooting, efficace technique de mitraillage roulant, pour régler les comptes et les impayés. Ce qui avait ajouté quelques cadavres à sa collection et lui avait donc valu ce titre de gunman. C'est à l'occasion d'une passe d'armes contre un gang rival, à Tivoli Gardens, dans Kingston Town, que Godwin avait été gravement blessé par balle au volant de sa voiture. Il en avait perdu le contrôle, puis avait finalement échoué dans le canal du port. Laissé un instant pour mort, il avait survécu malgré 3 balles logées dans le corps, en s'extrayant par la vitre de la voiture et en nageant en apnée jusqu'à la surface. Son acolyte, le corps truffé d'une rafale de Uzi, gisait noyé dans l'habitacle de la voiture, à 3 mètres de profondeur. Après son arrestation, Godwin avait fait un long séjour à l'hôpital de la prison centrale de Kingston, puis purgé une peine de 3 ans. À sa sortie, il avait vite repris du service dans le Concrete Jungle et rapidement grimpé dans sa hiérarchie. Le Concrete s'était entre-temps reconverti dans le trafic du crack. Le crack, ce dérivé de la cocaïne, avait été mis au point dans les années 80 par les potentats du gang le plus réputé, le Shower Posse. Les cailloux de crack, comme on les surnommait, étaient bien plus rentables que la poudre blanche. Ils avaient rapidement envahi le marché et les possis se disputaient des territoires dans lesquels étaient installées les baraques à crack d'où ils dealaient. L'origine du crack était incertaine. Il se pouvait que la conception en revienne aux Bahamas. À la suite de descentes de flics dans les ghettos pour éliminer les membres des gangs devenus trop puissants au goût du parti politique en place, beaucoup de gunmen durent fuir la Jamaïque. Godwin, se sentant à l'étroit sur l'île, en avait profité pour émigrer vers l'Eldorado des USA et tenter sa chance à Miami. Il y avait vite refait son trou dans le Concrete Jungle, qui rivalisait avec d'autres, dont le plus réputé, le Shower Posse. L'arrivée des possis jamaïcains avait totalement modifié la donne de la criminalité aux USA. Les gangs afro-américains étaient dépassés par l'ultra-violence des gunmen jamaïcains. Les possis n'hésitaient pas à faire des raids meurtriers au cours des fêtes, des carnavals, des soirées dansant, surnommées les Coney Island, pour régler leur compte au milieu de la foule. Et s'il y avait des rivaux survivants à ces tueries, ils n'hésiteraient pas à venir achever leurs victimes sur leur lit d'hôpital. Les tentaculaires ramifications des possis prospérèrent très vite sur tout le territoire américain, l'envahissant de crack. Dans leur régime d'adoption américain, il n'était donc resté à Godwin le Jamaïcain et Douglas le Cubain que le partage des valeurs néolibérales anglo-saxonnes. En les réduisant à la survie, elle les soumettait à la loi de la jungle. Et cette loi y prospérait paradoxalement bien plus encore que dans leur Caraïbe natale. Les idéaux déployés par la mystique Rastafari et ceux marxistes inculqués par la propagande cubaine s'étaient vaguement recoupés chez les deux hommes à travers Garvey, Marley et Selassie, le Che, Fidel ou les sandinistes. Une fois aux USA,
Le pragmatisme anglo-saxon avait définitivement fait disparaître chez les deux hommes cette vulgate révolutionnaire. L'ironie était que les Afro-Américains émigrés des Caraïbes, Haïtiens, Jamaïcains, Cubains, Dominicains, Cubains, y fussent surnommés les Yankees. De la Machette à l'AK-47, il n'y avait donc eu qu'un pas à franchir vers ce côté de l'Atlantique. Merci beaucoup. Merci Grégory. Grégory. Là, on arrive directement dans les deux protagonistes insulaires, mais du côté caribéen et pas corse, puisque c'est justement une histoire d'insularité. Donc, on est dans un thriller, tu le définirais comme ça, en fait, dans le genre de ton livre. Oui, c'est un roman de traque, en fait, précisément, et on dit revenge movie, on pourrait dire un revenge story, quoi, en fait, une histoire de vengeance, pardon. D'accord. Et je voulais préciser une chose dans la lecture de Grégory. En fait, il dit, je pense qu'il le prononce correctement, mais à l'oreille, on pourrait avoir une confusion. Il dit Possy, c'est P-O-2-S-E et pas P-U-2-S-Y. Ah oui. Juste au passage, parce qu'on se demande si les gangs sont des gangs. Et du coup, qu'est-ce qu'un Possy, justement? Un poste, c'est un gang, en fait, c'est un rassemblement. Les postes, c'est les groupes de rap ont beaucoup instauré comme ça. Ouais. Je le dis pas aussi à cause des groupes de rap, parce que je les ai entendus le dire comme ça. C'est la bonne prononciation, mais je veux dire simplement, je précise. Ça pouvait porter c'est pas confusion, c'est pas Poussy. Ouais. Et donc, ouais, c'est un roman de traque qui est fondé sur une vengeance que Godwin, le personnage qu'on vient de décrire, Grégory, va orchestrer ou manigancer contre un rival qu'il ignore, puisqu'il le poursuivra s'il ne sait pas qui est à l'origine d'un meurtre commis à l'encontre de son frère, en fait, de son demi-frère, Aaron. D'accord. Donc, en restant sur la question du territoire, tu as choisi, donc nous aussi, c'est pour ça que Materia Scrita entre en jeu dans l'édition, c'est d'inclure la Corse comme justement doublet d'insularité. Mm-hmm. Pour toi, donc, les territoires insulaires étaient des territoires idéaux pour justement ce roman de traque. Oui, parce qu'en fait, l'idée que... c'est Glissant qui dit que les îles elles sont reliées entre elles. Alors évidemment, pour la Corse, il s'agirait de la Sardaigne. Il explique, Glissant, dans le fait qu'il y a une sorte de... Je ne sais pas si c'est conceptuellement cohérent, mais en tout cas, il dit que les îles sont reliées entre elles par le sous-sol marin, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a un lien implicite. Alors évidemment, il y a des liens culturels, il y a des liens très nombreux entre les îles des Caraïbes, ça va de soi. La culture, que ce soit hispanisant, anglais ou francophone. Il y a un rapport culturel de fait par l'habitat initial des Arawaks des Caraïbes, puis ensuite l'immigration successive, que ce soit les Noirs d'Afrique par exploitation via l'esclavage, et puis ensuite les Indiens qui sont arrivés, les Chinois. Enfin, et mon idée, c'était que comme c'était un rapport de poursuite avec des bateaux go-fast et que la drogue est dispatchée par le biais de ces bateaux go-fast, il y avait effectivement une insularité qui était implicite et intéressante à traiter, quoi. Comme ça, on suit un peu le cheminement de la drogue, en même temps qu'on est embarqué dans une poursuite. Enfin, on est un peu embedded, comme on dit à l'américaine, un peu embarqué, quoi. Du coup, ça venait presque, ce côté insularité entouré d'eau, on en arrive au nerf de la guerre qui est la drogue, et justement à cette drogue que tu liquéfies, en fait, Ouais. Et d'où vient cette idée justement de liquéfaction de la cocaïne, puisque c'est un peu le... C'est pas moi qui la liquéfie, mais, mais disons qu'il fallait trouver une astuce qui permette de faire en sorte que l'exportation de la drogue soit camouflée depuis les Antilles jusqu'en Europe, et notamment et précisément en Corse. Donc, c'est pas le continent, je vais bien préciser, la Corse, et le fait qu'il faille maquiller ce trafic d'une manière ou d'une autre, ça impliquait, même si c'est un peu spoilé de dire qu'elle est liquéfiée, mais enfin c'est pas complètement grave, quoi qu'il arrive, c'était une manière pour moi au plan narratif de biaiser un peu et de ne pas savoir et d'entretenir le doute pour le lecteur pendant un certain temps, et surtout le personnage principal, et à nouveau, j'essaie de ne pas trop dévoiler, le personnage principal est butant sur quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a une part de cette manière de trafiquer la cocaïne qui était l'obstacle majeur pour lui.
Donc, quand je parle du personnage principal, je parle de Godwin, sachant que les Corses sont incarnés par Vincent, la famille Fangioni. Les méchants sont les Corses, enfin, entre Bah, guillemets. Rassure-nous. non, il n'y a que des méchants. Je pense qu'a priori, si on se portait un jugement moral sur le trafic de drogue, les méthodes employées en la matière sont quand même assez raides. Donc, je ne pense pas que j'ai ciblé un méchant plus qu'un autre, en fait. Il y a une double temporalité, moi j'ai trouvé, entre les go-fast utilisés en permanence par les Caribéens et la lenteur insulaire du porte-container qui va pouvoir... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Parce que ton écriture est très scénaristique et rapide, parce que peut-être c'est une temporalité. Le livre est long, mais ça se passe en très peu de temps. Donc, est-ce que c'est une dualité que tu as voulu instaurer entre une nostalgie de la French Connection et une nouvelle manière de transporter la drogue? Ouais, c'est marrant, je n'y ai pas pensé, mais en fait, disons que le principe du chalutier, du porte-container, enfin, c'est pas un porte-container, après, c'est un cargo Pardon, moi, je suis obsédée. qui transporte autre chose, mais c'est vrai que c'est assez lent dans les deux cas, en fait, puisqu'il transite par les Açores. Ben, disons qu'en fait, la durée du transport, elle est forcément plus longue en mer dès lors qu'il faut traverser l'Atlantique. Donc, logiquement, c'est plus long. Et en go-fast, traverser l'Atlantique, je ne suis pas sûr que même les mecs du Vendée Globe le feraient. Donc, enfin, ils le feraient, mais peut-être pas en go-fast, on va dire. Et donc, non, je n'ai pas voulu opposer la lenteur à la vitesse, parce qu'on pourrait très bien dire que les Antillais, si on est dans la caricature, et je ne suis pas, a priori, j'espère en tout cas, qu'ils sont aussi lents, donc, ce qui est faux, hein, a priori. Et en plus, les bateaux go-fast comportent 4 moteurs de 250 chevaux, ce qui leur fait quand même performer beaucoup. C'est pour ça que quand ils partent du Maroc à l'Espagne, ils sont aussi extrêmement rapides. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'un go-fast? Un go-fast, c'est un grand zodiaque, on va dire, qui transportait des quantités de drogue considérables. Hein. Ça se chiffre en kilos, pas loin de la tonne. Et ils ont donc une capacité de déplacement considérable parce que dans le cas précis du bouquin, ils mettent 8 heures à rejoindre les côtes vénézuéliennes. Donc, ils sont à fond. Ils emportent des bidons d'essence parce qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter à la pompe en pleine mer. Et ils emportent des bidons d'essence qui jettent par-dessus bord au fur et à mesure du remplissage des moteurs. Et évidemment, il faut éviter de caler. Donc, comme il y a 4 moteurs, ça peut alterner en fait. Donc un go-fast, c'est un bateau qui permet effectivement de prendre de vitesse les Coast Guard, en fait, américains ou anglais ou français. Il y a l'Iron Duck, qui est un bateau de la Royal Navy qui est dans ces eaux-là. Il y a l'Iron Duck et il y a le Nevos, qui est un autre bateau français, lui. Ce sont des destroyers, a priori, qui sont censés lutter contre le trafic de drogue. Dire que c'est compliqué, c'est un moindre mot, parce que c'est des surfaces énormes de mer qu'il y a là-bas. Donc, je ne sais pas quelles sont leurs performances, mais enfin, ils ont des hélicos pour capter, faire des arraisonnements en pleine mer. Je ne sais pas s'ils sont efficaces, je n'ai pas la statistique, on va dire. Voilà le go-fast, pour l'explication du go-fast. Et donc, tes inspirations, tu lis beaucoup de faits diversiers ou de... En fait, c'est parti de là-bas, des Grenadines, des îles comme Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Grenade, où j'ai observé, en Martinique aussi bien d'ailleurs, où j'ai observé que les nord des îles, qui sont en fait, comment dirais-je, des zones de volcans volcaniques, donc en fait, comportent des endroits qui ne sont pas accessibles de manière terrestre, en fait. Et donc, les trafics se font plutôt plus facilement par là, puisque la seule manière d'accoster, c'est en bateau. Donc, ce qui fait que ça crée des pôles, des zones dans lesquelles on stocke la drogue, on la fait partir par étapes, en fait. Il y a le Tour de France, là, c'est le Tour des Caraïbes, voilà, de la drogue, on va dire. Et c'était quoi ta question? Non, mais tu t'es quand même. C'est très documenté. En fait, il y a énormément de noms de bateaux, même de noms d'armes. Oui, je me on suis rentre documenté. vraiment dans. Je n'ai pas intégré un poste, heureusement, parce que je ne serais pas là, à mon avis. Mais j'ai essayé de me documenter vraiment le maximum des possibilités qui étaient les miennes, que ce soit, et surtout particulièrement concernant la Jamaïque, et évidemment tout ce qui est le trafic et les méthodes de trafic. Et en fait, je trouvais ça cinématographique ou littéraire, ou en tout cas fictionnel, le bateau go-fast.
et la trajectoire de ce Godwin. Quant à la Corse, c'est pareil, disons que le principe consistait à idéaliser un lieu en dehors de strictement l'insularité corse. Ça paraissait une alternative intéressante à mettre en place. Et évidemment, comme tu le disais, il y a un lien avec la French, enfin un rapport par un lien avec la French Connection qui se joue, puisque initialement c'est parti dans les années 70, donc il y avait effectivement une grosse documentation à assimiler, quoi. Et tout est disponible en fait maintenant sur le net. A priori, il n'y a pas besoin d'aller voir nécessairement dans les commissariats ou autres, parce que d'ailleurs, la communication se fait de la part de la Marine nationale. Il y a des documents de raisonnement de bateaux go fast en pleine mer qui sont soit du fait du Iron Duck. Je ne parle pas des Coast Guard américains vers Miami, c'est de la même manière. Mais le Nevos aussi montre sur le net des images d'arrestation. En fait. Donc la doc, elle est accessible. En fait. Du coup, en termes de le rythme, donc ça se passe sur quelques jours. En fait, la temporalité, comme il y a un historique concernant la Jamaïque, il y a effectivement quand même, je pose des choses en termes d'exposition. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le suicide du demi-frère de héros qui s'appelle Godwin est avéré, la traque, si on peut dire, elle se tient dans environ une semaine, quoi, pas beaucoup plus, quoi. Après, il y a un épilogue qui nous prolonge un peu la temporalité, mais en fait, j'ai essayé de rythmer ça par le rapport à la nature, et à savoir les couchers, les levées, les couchers de soleil, les aubes, enfin les aurores, pardon. Et ça m'intéressait beaucoup de mettre en perspective le rapport à la nature, qui évidemment est toujours quasiment le même à part les saisons de la pluie, la saison des pluies, pardon, et des aurores sublimes là-bas en fait, et des couchers de soleil extraordinaires. Et je trouvais intéressant de montrer un peu cette temporalité à travers pas la saison, mais justement le diurne, la nocturne, quoi. D'accord. Voilà. Et justement par rapport au rythme, qu'on mettra en ligne après, il y a quand même, c'est rythmé aussi musicalement par énormément de morceaux qui sont des morceaux plutôt rapides. On est vraiment dans quelque chose de fulgurant. Et donc toi, tu as été rythmé dans ton écriture par tous ces morceaux de ragade. Oui, parce qu'en fait, en Jamaïque, l'historique de la Jamaïque, c'est le reggae à l'origine. En fait, même avant ça, il y avait le mouvement qui précède, je ne sais plus, le nom m'échappe. Parce que le reggae, c'est un ralentissement d'une musique antérieure, qui n'est pas le calypso, qui est une musique intermédiaire. Ça ne te revient pas, Daniel? Je sais plus. Ça, non, mais Et le ska, je crois, en fait. D'accord. Ska, en fait. Et donc, non, le ska, c'est après. Bon, excusez-moi, c'est l'approximation. Je retrouverai tout à l'heure. Et donc, oui, là, en fait, on aurait pu imaginer que c'était bucolique, a priori, ou que c'était une musique type calypso, très berçante, etc. Mais mon idée, c'était plutôt de montrer que le raga, même le crump, qui est un peu postérieur encore, et le rapport au trafic de cocaïne et la cocaïne elle-même, c'est implicitement, quand on en prend, évidemment, il y a une sorte de survolté, c'est survolté, quoi. Donc, le rap, de la même manière, a tendance à heurter le rythme et la violence qui en découle, en fait. Du reggae, qui est un message de paix, on passe à quelque chose de beaucoup plus virulent et vindicatif, et revendicatif d'ailleurs. Et donc, de ce fait, ça modifie, ça module tout ce que pourrait apporter Bob Marley, Bunny Wailer, et tout ce qu'on a idéalisé des îles des Caraïbes, en fait, qui finalement sont un lieu avec des îles paradisiaques dans lesquelles les gens ont tendance à aller pour des raisons touristiques. Alors qu'en fait, ce qui s'y passe est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Je ne parle même pas de la pauvreté, je parle de la délinquance et de la criminalité, qui sont vraiment extrêmement importantes. Ce que je voulais dire sur ce... Du coup, en termes de mélodie, on va réécouter la voix de Grégory. Je vais commencer de la musique. If you wanna know back, please ask me about it. Say it loud, don't fear to shout it. Bad, I'm in Nari wrote it. Straight bad gal and nobody can doubt it. Bad,
And I know mouth me a mouth it. Physically bad, girl test me not coat it. Bad, there's no other way about it. Girl said them bad, but they can't be not house it. Me not bad through the clothes me a van. Cause me bad from before me ban. For Jeremy Tom. Bad before Gilbert Stam. But me tell them fi calm. Bad nobody me no want. To them system me quiet and calm. Them run off them mouth till face get on and no back. Please ask me about it. Say it low, don't afraid for shout it. Bad, I mean I rewrote it. Straight bad girl and nobody can doubt it. Bad, and I no mouth me a mouth it. Physically bad girl test me not coat it. Bad, and there's no other way about it. Girl said them bad but they can be not house it. Terry, bad till me Christmas never merry. Bad till them calling the military. Bad till it. Tell me Terry. Donc là, c'est un dialogue. Alors, le vieux béquet, il n'a pas rechigné? Je ne vais pas laisser le choix, faut dire. Bon, bah tant mieux, parce qu'il va falloir monter en puissance. Il réclame plus sa Sartène, tu penses? Je sais bien, mais là, je ne peux pas faire plus pour l'instant. Ou alors dans le dos du vieux. Qu'est-ce que tu risques de toute façon? Il ne va pas aller chez Poulaga au bureau des peurs, ton gars. Puis de toute façon, au pire, avec la statistique sur les boutanches, si les Condés harponnent le Tony, ils croiront comme prévu au rhum de contrevent. Puis bon, avec le crédit du Vioc, sa marque est réputée. Je sais bien, on a tout gambergé dans ce but, mais c'est pas ça. Le brusquet, le vieux, c'est pas une bonne solution. 2 bouteilles sur 10 sur 3 cartons, c'est une bonne moyenne. Ça nous en fait quand même 400 bouteilles à chaque chargement. Puis il faut suivre avec la cam aussi. Écoute, je vais les calmer pour l'instant à Sartène. On va pas non plus planquer notre poule aux œufs d'or dans un élevage en batterie pour leur faire plaisir. Vincent fit un geste des mains, signifiant « je te le fais pas dire ». Un silence passa entre les deux hommes, que le concert des grenouilles ponctuait de son incessante rumeur. « Alors, t'as trouvé ta nouvelle blanchisserie ?» Vincent eut un sourire énigmatique, se contentant de répondre « peut-être ». En voyant son expression mystérieuse, Rico partit d'un rire gras. « T'es comme Landru, toi. Ça, c'est mon petit secret. » C'est ce qu'il a lâché à son avocat, ce con, juste avant de monter sur l'échafaud, quand l'autre lui demandait s'il était vraiment l'auteur des meurtres. Tu penses? Et donc, il était drôle, ce con, en plus. Sur les sollicitations de l'haïtien qui avait préparé le repas, les deux hommes allèrent s'attabler. Au fait, t'es au courant que ton frangin vise un bouclard de gogo dancing près des champs? Ouais, bah tu sais, depuis le temps qu'il en parle, avant qu'il s'y mette, ses poules n'auront plus dedans. En vérité, Vincent sembla contrarié. Il fit une moue qui se transforma rapidement en un sourire carnassier faussement décontracté. Et tout en haussant les épaules, il sembla signifier « grand bien lui fasse », tout en écrasant dans un cendrier sa cigarette à peine fumée. Il s'empara de ses couverts pour attaquer le plat qu'il affectionnait tout particulièrement, un féroce d'avocat. Rico savait titiller Vincent, et il savait aussi parfaitement que Stéphane était bien la seule personne vis-à-vis de laquelle Vincent était incapable d'affecter de l'indifférence. Il le testait donc, pour voir où en était leur relation. Toujours pas au beau fixe, conclut-il pour lui-même. Bah, fit Rico, qu'est-ce que ça fout après tout? Hein? Bah ouais, qu'est-ce que ça fout? T'es trop, toi, quand même. En fait, t'es complètement raccord. Un Corse, c'est un silencieux au bout d'un canon. C'est pas toi qui feras mentir l'adage, hein? Vincent éluda. Tiens, goûte-moi ça plutôt, tu m'en diras des nouvelles. Puis il versa un filet de vin blanc chilien dans le verre de Rico. Ils levèrent leur verre et trinquèrent. À ta blanchisserie, lança Rico dans un sourire. Eh bien, fit-il en savourant le blanc légèrement teinté de jaune. Alors? Interrogea Vincent. Excellent. D'où il vient? Fit-il en tournant l'étiquette de la bouteille de son côté. Sant'Agio, Estancia Mayor. Idéal pour les courses de côte, dit Vincent en claquant la langue sur un ton moqueur. Rico sourit à l'allusion. Puis il reprit sur un ton sérieux et presque admiratif. N'empêche, ton frangin, il a bien failli le gagner, ce foutu Tour de Corse, dis-donc, la dernière fois. 10 000 virages, quand j'y pense, ça laisse rêveur. J'en reviens pas. Bah, si, 2 gonzesses peuvent le gagner, ça doit pas être bien difficile. 2 gonzesses? Bah oui, en 56, sur une dauphine. Gilberte Thirion, elle s'appelait la plus connue, et l'autre, Nadège, Perrier, je crois bien. Je sais plus trop. Bon, bref. Ah non, Ferrier, comme les jours. Bah dis donc, t'es renseigné, toi? Eh oui, fit Vincent, d'un air d'évidence en écartant ses mains côté paume.
Et Gilberte, elle a même dit à propos de sa bagnole, la Dauphine, rien ne l'arrête, surtout pas ses freins. Rico rit de bon cœur. Il retrouvait enfin le Vincent qu'il aimait, sarcastique et saignant. Oh putain, je t'ai pas dit. On s'est fait un mérou l'autre fois, au harpon, mon pote. Où ça? À Calalonga. Superbe le bestiau. Je regrette pas de filer du fric à cette association pour la préservation de la faune marine. Arrête tes conneries. Tu fais ça, toi? Bah, je me gênerais. C'est un vivier pour la pêche sous-marine Calalonga. On prélève par quota. Puis bon, c'est la mode, non? La préservation. Pour un vieux comme moi, faut bien se tenir au courant. J'ai trouvé mon surnom, tiens. Al Carbone. Vincent rigola, puis leva les yeux au ciel d'un air de dire « Tu m'en diras tant ». Puis il fit signe à l'haïtien qui vient débarrasser. À propos de vieux, j'en ai une bonne. Vas-y, raconte. Rico sourit en se calant dans son siège tout en prenant un cure-dent dans un petit pot posé sur la table. C'est un Corse, assis à une terrasse, qui fait une partie de cartes avec ses potes. Tu vois le tableau. La place du village, les platanes, de l'ombre, mais une chaleur à crever. Bon, peinard sous la tonnelle, t'as juste les cigales et cette odeur de pastis et de maquis. Puis soudain, t'as un quart de touristes de super vieux qui montent la côte et qui arrivent sur la place du village. Bon, que du banal. Sauf que le mec remarque qu'il y a un autocollant sur le pare-brise du car avec marqué dessus « Attention, transport d'enfants ». Alors il se met à rigoler, sans pouvoir s'arrêter. Bon, t'as les autres, ils sont un peu interloqués, tu vois. Qu'est-ce qu'il a à se marrer, ce con? Alors lui, il montre le quart du doigt. Alors le groupe se tourne vers le quart de vieux, et lui, il leur dit « Putain, vous avez vu ça? Transport d'enfants. Dis donc, ils en ont mis du temps pour venir. » Vincent rit un instant en s'imaginant la scène. La conversation se poursuivit et courut sur la Corse, la famille, les projets. Plus tard, assis sur des transats au bord du bassin à écoulement, ils fumèrent silencieusement leur cigare cubain, un verre de rhum à la main. Par intermittence, la surface de l'eau ridée par une risée faisait mouvoir la surface bleue translucide du bassin, qui dessinait des motifs abstraits reflétés par les murs blancs. Fatigué du voyage, Rico commença à s'assoupir. Quelques vaguelettes agitèrent la trappe d'écoulement d'eau dans un bruit d'aspiration. Puis, le moteur de l'assainisseur d'eau réveilla Rico. Il ouvrit les yeux, s'étira dans un soupir. Vincent se leva et accompagna Rico jusqu'à sa chambre dans le silence de la nuit. « Tiens, j'y repense. Tu veux te marrer? Regarde un site écolo marrant. Fuck for Forest. Tu m'en diras des nouvelles. » C'est vrai. Merci. Du coup, sur cette fin Fuck for Forest, on arrive un peu à quand même le fond vert de ton livre, en fait, sur la critique du green business et de l'écolonialisme, comme tu le nommes. Donc, derrière le roman de Trek, il y a quand même tout un fond critique et que tu as voulu développer encore plus. Oui, c'est un peu compliqué parce que ça m'oblige un peu à révéler des pans du livre, dont notamment le cœur du livre est basé sur le fait qu'il y a une soirée au cours de laquelle sont faites des donations pour une fondation. Et en fait, c'est dans un but de défiscalisation. Donc, la démarche, elle est moins écolo, on va dire, de la part du 3/4 des donateurs que de manière pas de fraude fiscale, parce que ça s'appelle l'optimisation fiscale en réalité. Donc, j'essaie d'articuler dans le bouquin ce qui, en sous-bassement, va être le nœud de l'affaire et qui est une sorte de rebondissement final qui est un peu camouflé pendant tout le tempo du récit, justement où le tempo suit un cours assez saccadé, assez rapide, et en même temps se trame quelque chose en sous-main dont on a quelques indices au fur et à mesure du livre. Et effectivement, entre guillemets, la critique de l'écologie contemporaine, c'est de dire que tout ce qui est le fondement à venir de l'écologie qui va permettre les batteries électriques notamment, la base, c'est les métaux rares. Donc on récolte en Chine, au Chili aussi, c'est pas un métaux rare, un métal rare, mais il y a le cuivre aussi qui est nécessaire aux batteries, et que tout ça, on va le prendre dans les pays dans lesquels, effectivement, les gens n'en bénéficient pas eux-mêmes, et que ça va servir plus à l'Occident. Et je parle du fait que l'Occident préconise d'arrêter, je dirais, les abus concernant l'exploitation de la nature, donc d'avoir une économie responsable, etc. Mais que
les dégâts qui sont occasionnés dans les pays dans lesquels on exploite à venir les métaux rares sont passés comme des dégâts collatéraux, en fait. Et que c'était colonialisme, je le dénomine ainsi, parce que c'est une exploitation qui est faite dans des pays comme l'Afrique majoritairement, et finalement, ça ne revient pas à l'Afrique elle-même, quoi. Donc, dans les Antilles, il y a aussi cette partie-là qui se joue, en tout cas dans l'arc des Antilles ou l'Amérique du Sud, et ça ne revient pas, je dirais, l'exploitation ne revient pas à ceux qui en seraient, a priori, les propriétaires, sachant que les bénéficiaires sont ailleurs, quoi. Voilà. Donc, c'est plus élaboré dans le bouquin parce que c'est compliqué à développer comme ça en improvisant, mais effectivement, il y a cette partie-là dans le livre qui se joue, sans parler de tourisme sexuel comme à Cuba, où en fait les Antilles les Caraïbes sont un sous-bassement touristique, mais il y a à la fois le tourisme sexuel, il y a aussi le bidonville dont il est question dans le roman, c'est le bidonville dans lequel est né Godwin, le Jamaïcain, qui est en fait une décharge publique dans laquelle vivent les gens, hein. Il y en a beaucoup, il y en a aussi en Inde, il y en a dans d'autres pays. Et effectivement, donc ça génère une pollution qui est générée par, on appelle ça le lixiviate. C'est l'écoulement dans les ordures ménagères de l'eau qui devient une sorte de composé chimique extrêmement préjudiciable à la nappe phréatique, laquelle nappe phréatique sert de boisson, on va dire, en tout cas, non pas de boisson, parce que on ne boit pas la nappe phréatique, enfin, l'eau est polluée, quoi. Et donc, dans ces configurations-là, les bidonvilles sont nombreux et donc ça génère des maladies extrêmement graves, d'insuffisance respiratoire. Donc j'essayais de mettre un peu une vision un peu globale qui ne soit pas nécessairement à charge contre le principe lui-même de l'écologie, mais dans la manière dont on adopte une écologie à deux vitesses, on va dire, dont les bénéficiaires ne sont pas toujours ceux qu'on pourrait imaginer, à savoir ceux qui possèdent les terres en question, quoi. Et les métaux rares, c'est un des sujets. Il y a Planet of the Human raconte très bien, un film financé par Michael Moore, raconte bien comment, en fait, l'écologie, si elle prend de son point de départ à son point d'arrivée l'exploitation, elle n'est pas si rentable que ça, elle n'est pas si peu polluante qu'elle le prétend. Et il y a un autre film qui s'appelle La face cachée de l'énergie verte, où on comprend qu'en fait, les coûts d'une batterie de voiture est extrêmement considérable. Et la substitution de tout ce qui est énergie fossile à l'énergie électrique, elle n'est pas du tout rentable comme on le prétend, quoi. Donc ces deux documentaires, hein, La face cachée des énergies vertes et Planet of the Human de Michael Moore, qui mettent en perspective ce qui nous pend au nez. Et Guillaume Pitron, qui a écrit un bouquin sur les métaux rares, est à l'origine du documentaire d'Arte sur la face cachée des énergies vertes. Donc j'essaie de relativiser, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut contester la démarche en soi, mais je pense qu'il y a plusieurs écoles dans l'écologie et ce n'est pas nécessairement celle qu'on emprunte qui est la meilleure, quoi. Voilà à peu près ce que j'ai tenté de mettre en place, quoi. C'est un peu compliqué, en fait, d'ailleurs, de bien articuler tout ça. Oui, parce que tu as voulu justement être dans une vulgarisation aussi des fonds verts, des fonds Alors oui, verts, les green bonds notamment. En fait, le bouquin, il est paru, il était terminé avant le confinement. Et c'est vrai que, bizarrement, la finance verte, qui n'existait que relativement partiellement, avec des green bonds, donc accent l'actionnariat et les obligations sur on va dire des actions morales, si on peut dire éthiques, on les appelle éthiques, a fait muter en l'espace de presque moins de 6 mois, on va dire. On a dit le monde d'après, hein, on parlait du monde d'après. Donc ça, je pense que la finance verte va peut-être prendre une tournure peut-être plus inattendue que je postulais dans mon bouquin, à savoir que ça va peut-être finalement devenir rentable. Parce que ce que je disais, c'est que ce qui était le plus éthique était le moins rentable, et évidemment, le plus rentable était le moins éthique dans la finance verte. Donc la mutation qui va se produire certainement dans les fonds d'investissement, qui va obliger à avoir une démarche éthique pour les investisseurs, et du fait de ce qui s'est produit durant le laps de temps du confinement, qui malheureusement n'est pas terminé, ça va peut-être modifier la donne, en fait. Donc c'est vrai que ça maille à partir avec la finance, bon, le livre maille à partir avec la finance aussi, et pas uniquement verte. Hein, oui. Et de cette dualité justement insulaire entre le bidonville et justement le paradis total
et cette nature luxuriante qui est dédiée justement qu'à une certaine partie, avec un des personnages qui est intéressant, justement, le courtier en île. Oui, ah ouais. En fait, l'endroit qui est très, très symbolique de tout ça, c'est Varadero, le Club Med de Cuba, Varadero. Donc, il y a la Havane d'un côté, dont on peut imaginer très bien les conditions de vie, le Club Med à Varadero et tous les complexes hôteliers qui sont en bord de mer. Et puis, alentour, la population qui vit dans des conditions, bon, on sait comment on vit à Cuba, hein, donc extrêmement difficile, les conditions de vie sont très difficiles. Et c'est vrai que le bidonville peut côtoyer l'île. D'ailleurs, il y a une privatisation du champ, comment dirais-je, comment appelle-t-on ça, le bord de mer, ça porte un nom, le littoral. Il y a une privatisation du littoral par un certain nombre de complexes hôteliers qui fait que les habitants sont interdits de séjour sur ces lieux-là. Donc effectivement, ça joue de ces contrastes entre l'aspect paradisiaque, l'aspect bidonville, etc. Ça peut paraître caricatural posé comme ça, mais je vous le promets, c'est mieux dans le livre que je l'énonce comme... Ah oui, tu l'énonces très bien aussi. Il y a encore un peu. Il en reste 2. Ah, on repasse à un passage lecture de Grégory. J'ai lu aussi l'Exergue. Ah oui, oui, tout ça. C'est donc le chapitre 23 qui s'ouvre sur une exergue. L'autre fois, il sanglotait comme un môme en regardant un ver de terre à ses pieds dans le jardin. Il a fallu lui expliquer pendant une demi-plombe que le lombric ne se tordait pas de douleur, que c'était simplement sa façon à lui de se déplacer. Philippe Biral. La courte scène de Laetitia se préparant, filmée par les hommes de Godwin, était enfin apparue sur l'iPhone de Earl McKay. Earl, l'homme d'affaires de Godwin, courtier en île pour l'occasion, commençait justement à s'impatienter, sachant le but de sa mission, parvenir à mettre la main sur une fille inconnue de 25 ans au beau milieu d'une soirée de gala croulant sous le nombre d'invités tous plus prestigieux les uns que les autres. Quoiqu'en un sens, se dit-il, si tout le monde était célèbre, il suffirait de procéder par élimination parmi les anonymes. Il était assis dans un vaste salon d'inspiration coloniale de 200 mètres carrés, sur l'un des 3 canapés dont chacun était surmonté d'un grand miroir vénitien. Il visionna le court film plusieurs fois. Laetitia, de dos, s'approchait d'un miroir vêtu de sa robe lamée et en talons hauts. La caméra avait cadré le reflet de son visage dans le miroir, tandis qu'elle faisait la moue. Ce, jusqu'au klaxon insistant qui avait coupé net l'image. Belle fille, pensa-t-il, mais pas facile à repérer dans une foule tant elle correspond au canon de beauté actuel. Si Earl savait parfaitement que sa mission s'avérerait périlleuse, il n'en avait pas été moins convaincu par l'argent qu'elle risquait de lui rapporter. 15%, avait dit le Jamaïcain. Il était donc impatient de mettre la main sur la perle rare que son iPhone lui montrait. Il s'approcha du bar et commanda une caipirinha tout en jetant un œil en contrebas depuis la véranda du vaste salon. Sur une large terrasse, un parterre où figuraient les pièces d'un jeu d'échecs géant avait été installé et décorait le terre-plein surplombant la mer. Il prit le verre de caipirinha, déposé par la serveuse noire, dont la grâce désinvolte était presque insolente, et la remercia. Derrière le noir velouté de ses longs cils, elle le fixa en le caressant du regard. D'un clin d'œil, Earl lui renvoya un compliment muet. Elle lui sourit en découvrant ses dents nacrées parfaitement alignées, lui montrant ostensiblement qu'il lui plaisait. Il se regarda dans le miroir derrière le bar. « Ça va, pensa-t-il, pour 30 ans passés, je me tiens bien. » Brun à la beauté latine, il était élancé et mince. Il arborait une barbe de 3 jours qu'il entretenait savamment à la tondeuse afin d'en maintenir la longueur idéale. Ses cheveux coiffés en arrière ondulaient. Il les portait mi-longs et crantés, grâce à l'usage d'un gel. Souriant à la jeune femme, il quitta le bar à regret. Merci. Merci. Du coup, on en arrive au pan. C'est une question? Non. Au pan féminin du livre qu'on évoquait tout à l'heure avant la rencontre. Pas oublié, mais la femme en décor pour l'instant, mais tu évoquais justement l'idée peut-être d'un futur pour les 2 héroïnes. Qui sont-elles un petit peu les... Donc il y a une Corse et une Caribéenne. Ouais. En fait, Laetitia Fangioni, je suis parti de l'idée que sa difficulté à elle était presque d'un ordre existentiel, puisqu'elle faisait partie d'une famille
dont les revenus étaient basés sur la criminalité et qu'ayant fait des études supérieures, elle voulait se détacher de tout ça. Et donc, elle est dans une contradiction parce qu'elle continue à vivre sur un grand pied. Elle a été éduquée dans un milieu, certes criminel, mais enfin qui a des moyens, et qu'elle est en contradiction avec ses attentes, parce qu'elle ne considère pas que ce soit un moyen de vivre, de continuer de faire partie, on va dire, de la famille. De ce point de vue-là, j'entends. Et donc, elle, je l'ai un petit peu copiée, entre guillemets, hein, toute proportion gardée. Du moins, elle a un modèle. Laetitia Fandoni a un modèle, c'était Laetitia Casta, à partir duquel elle se projette comme potentiel mannequin, même si elle n'a plus la possibilité de l'envisager sérieusement. Et donc, elle est dans une espèce de contradiction permanente dans laquelle elle se démène et qui va s'illustrer cette contradiction dans le roman d'une manière assez qui est très préjudiciable, quoi. Et ça va la mettre dans une position évidemment, là, elle continue à être un instrument, effectivement. Quant à Mahalia, la femme de Godwin, pour parler d'elle, elle est entre le prête-nom et la femme d'un malfrat caribéen ultra-violent, donc elle n'a pas droit de citer. Mais in extremis, les deux femmes, je pense qu'il ne faut bien pas que je continue à trop révéler l'histoire, mais in extremis, les deux femmes ont quelque chose en commun. Et oui, mon idée, c'était, en faisant une suite, je pensais à La Revanche et la Belle, en fait, de mettre Mahalia aux commandes entre guillemets, l'héritage de Godwin concernant toutes ces affaires. Et ça pouvait être une option, quoi, à laquelle je pensais. Donc l'image des femmes, puisque c'est en fait la question subliminale, si on peut dire ça comme ça derrière, elle est particulière, elle n'est pas très valorisante, parce que de toute façon, je pense que la situation dans laquelle elles sont vraiment en réalité... à part effectivement les chanteuses, en fait. Oui, la chanteuse, la Madonna noire, mais en fait, c'est pas... Je pense que ce qui est compliqué quand on adopte une démarche un peu objective et qu'on essaie d'étudier ça en plan même sociologique, et qu'on a la faculté de pouvoir fictionner, donc de sortir du champ stricto sensu de l'objectivité, qui n'existe pas, bien entendu, mais enfin bon, avoir une tendance objective, c'est que je ne pouvais pas en faire une héroïne ni de l'une ni de l'autre, dans la mesure où c'est un sens d'un univers coercitif, en fait. Donc, après, déboucher sans mafiosa, comme la série de Hugues Pagan, c'était une alternative que je n'ai pas adoptée, évidemment. Et puis, je ne suis pas sûr que de toute façon, ce soit valorisant de donner le pouvoir à une femme dans un cadre criminel. Enfin, je veux dire, ça reviendrait à légitimer la criminalité, ce qui n'est pas mon credo, a priori. Donc, si le féminisme et l'émancipation féminine passent par la criminalité, ça peut être une alternative. Je ne serais pas responsable dans ce cas-là. Mais effectivement, il y a la possibilité de poursuivre l'histoire. Il y a déjà une seconde partie qui concernera justement ce que fait Stéphane Fangioni dans un livre qui s'appelle Père Yves Gang. Apparaître ou pas, on verra bien, parce qu'il est déjà écrit. Et voilà pour le sujet concernant les femmes. Wild is the wind. Durant 2 jours, l'ouragan Irma, bientôt rebaptisé Idélia, se déchaîna. Dans un ciel totalement assombri qui avait avalé et soudain fait disparaître l'astre jaune dans un linceul rougeoyant, dans une obscurité devenue grisâtre et éclairée par intermittence par la lueur des éclairs couleur acier, le tumulte monta, gronda, puis se propagea sur la mer des Caraïbes pour se transformer en cataracte. Saint-Martin et Saint-Barthélemy furent assaillis de trompes d'eau assourdissantes. Elles s'abattirent en rafales, des déferlantes hautes comme des immeubles, des murailles d'eau tentaculaires, une cavalerie de rouleaux bavant l'écume se ruèrent inlassablement à l'assaut des côtes. Des pointes de vent hurlant, se déplaçant à plus de 300 km/h, furent relevées. L'ouragan, en phase stationnaire, patient et destructeur, méthodique et colossal, s'acharna méticuleusement sur tout ce qu'il balayait sur l'île pour mieux la dévaster. Des objets en tout genre déchiquetaient tout sur leur passage en tourbillonnant. Des véhicules furent propulsés dans les airs comme des toupies. Avec la vitesse du vent, les palmiers furent arrachés du sol comme des fétus de paille, des toitures, des poutres, des madriers, des pans de murs entiers. Des structures métalliques furent projetées et disséminées partout dans les alentours. Les éléments déchaînés par la puissance tellurique provoquèrent une peur panique, viscérale, un effroi profond qui terrifia et tétanisa la population.
Il donna aux témoins survivants la sensation de vivre le déluge ou l'apocalypse. Les habitants terrés dans de vulnérables abris, blottis dans des salles de bain, des remises, sous des toits, dans des chambres, des cuisines, écoutèrent le vacarme de l'ouragan durant des heures. Le fracas métallique, houleux, crissant, résonna sans discontinuer et sans faiblir en brillant les tympans. Le sol vibrait, l'eau bouillonnait, le sable cinglait comme de la mitraille. Enfin, rien ou presque ne résista. 90% de l'île de Saint-Martin furent détruits. Les maisons de William Magloire et Vincent Fangioni furent totalement soufflées. Puis, les pillages débutèrent. Merci, Chloé. Merci. C'est la revanche du bouquin, en fait. C'est quand je disais que le pire était l'ennemi du mal, c'était l'alternative qui arrive dans le bouquin. Je pense qu'à un moment donné, je ne sais même pas lié au réchauffement climatique. Je veux dire par là, je ne les mets pas en exergue par rapport au réchauffement climatique, mais les ouragans étant annuels, il en passe chaque année et ils sont extrêmement dévastateurs, quoi. Est-ce qu'ils sont de plus en plus? Je ne sais pas, parce qu'au fond, ils ont quand même toujours été assez meurtriers. Alors, meurtriers, pas pour la population qui finalement arrive à s'en tirer miraculeusement. Je suis toujours surpris de voir à quel point, de Irma en passant, bon, ceci dit, celui de la Nouvelle-Orléans, il a été quand même extrêmement meurtrier, ça c'est vrai. Je parle des Caraïbes spécifiquement. Une sorte d'habitude comme ça, de voir tout démoli, de reconstruire, c'est... Il y a eu un cyclone en 87 ou août en Guadeloupe. Oui, il y en a eu un autre, qui a été peut-être plus meurtrier, effectivement. Donc il y a une capacité de résistance à subir de telles catastrophes qui est assez étonnante. Quand c'est sur des îles dans lesquelles, comme Haïti, l'habitat il est carrément... imaginez les bidonvilles, quoi. Il suffit d'imaginer un bidonville avec un cyclone, un ouragan qui passe dans ces conditions-là, quoi. Donc oui, effectivement, c'est un peu une manière de rappeler au bon souvenir de la nature, quoi. C'est un deuxième fond vert. C'est un fond vert, oui. Moins fiscal. Oui. Ouais, défiscalisation. Je mets un fond musical en charge de C'est vraiment que c'est possible, il y a des questions techniques. Oui. Tu écris à la main ou tu tapes directement? Non, je prends beaucoup de notes. Il y a des chapitres, par exemple, je crois l'avoir écrit à la main, le chapitre sur l'ouragan, mais je prends beaucoup de notes, mais j'écris directement à l'ordinateur. Parce qu'en fait, après, il faut recopier, et c'est vraiment une épreuve de recopier. Déjà de copier. Attends, pardon, je te laisserai finir. C'est très cool. Donc, Manuela, une question. Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet? En fait, avec les origines qui sont les miennes, caribéennes, à un moment donné, j'étais confronté à un peu une énigme comme ça. J'avais posé des questions sur une soirée dans laquelle j'étais censé aller, sur un décor, qui est le décor de Pirates des Caraïbes, et qui est dans une île de Saint-Vincent, bien sûr, mais c'est à Walid-Labou Bay. Et on m'avait déconseillé fortement d'aller à cette soirée. Et je me demandais pourquoi, et donc j'ai fini par déduire que c'était un lieu de perdition, en fait. Donc, quand je dis de perdition, un lieu de trafic de drogue, entre autres choses. Et ça a un peu fait germer l'idée de traiter les Caraïbes, enfin le sujet des Caraïbes sur un mode qui ne soit pas, on va dire convenu, en espérant qu'il ne le soit pas, savoir l'exotisme. Voilà la démarche initiale pour répondre à la question. Alors, Manuela, je crois que tu peux parler. Est-ce que ça a répondu à ta question? Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Bon, bonsoir. En fait, oui, ça a répondu à ma question. Je ne connaissais pas vos origines. Et la chose, c'est est-ce que ça vous met en danger d'écrire un livre comme ça? Je ne sais pas. Je vous dirai quand je serai sorti d'ici. Non, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de littérature sur la question de la drogue, son transport avec les go-fast et tout ça. Je veux dire, vous êtes quand même très renseigné, donc est-ce que si vous retournez là-bas, comment ça se passe avec les populations? Non, je pense pas, parce qu'en fait, j'ai triché tout un tas de trucs. J'ai transposé une île dans une autre, un village dans une autre île. En Jamaïque, je ne sais pas, a priori, je ne suis pas allé, donc non, j'en sais rien, je pourrais que le constater à mon corps défendant, mais
je pense que le fait de se renseigner dans le domaine du polar, c'est nécessaire. Les 3/4 des auteurs de polar, et même parmi eux d'anciens flics, sont des renseignements de première main. Donc après, la divulgation, sans nommer qui que ce soit, et en l'occurrence, je ne nomme personne, parce que je ne connais personne de précis, évidemment, je ne pense pas que ça me mette en danger. Puis en fait, ça voudrait dire que les écrivains qui sont confrontés à des sujets de ce type-là seraient tous plus ou moins en danger dans ce cas. Parce qu'il y a des bouquins beaucoup plus renseignés que le mien, je pense. Ou alors dans le coup. Ou dans le coup, oui, encore, ouais, effectivement. Ce qui n'est pas mon cas. Je vous jure. Vous n'êtes pas un conducteur de Go Fast? Non, je ne sais pas nager en plus. Donc... Ah bon? Non, je Ah bon. Moi, je ne sais pas nager, c'est pas grave. Non, je ne suis pas conducteur de Go Fast. Mais ça doit être impressionnant, ceci dit, le déplacement sur les Go Fast. Parce que les bateaux offshore, enfin les cigares, on les appelait offshore à l'époque, les cigares tapent beaucoup sur les vagues. Donc c'est extrêmement éprouvant je pense, au niveau dorsal. Les reins doivent en prendre, puis en plus 8 heures de transport, c'est extrêmement long. Donc je pense que eux prennent des gros risques, même pour leur santé, en dehors du fait que c'est un aspect criminel, évidemment. Et ces trafics par rapport aux Caraïbes ont lieu dans un territoire plus précis, c'est-à-dire plus vers Cuba, plus vers la République dominicaine, plus vers... il y a un endroit précis d'où ça part et où ça va? En fait, les Mexicains sont considérés comme les grossistes, les semi-grossistes, les Colombiens comme les producteurs. Et après, le dispatch, il se fait sur les Antilles ou les États-Unis. Et après, quand ils parlent sur l'Europe, évidemment, ce sont des mules. Donc ça revient à l'aviation, plutôt, enfin, donc les transports aériens. Et des bateaux qui traversent l'Atlantique pour acheminer tout ça, effectivement, il y en a pas mal. Donc, ce n'est pas restreint au périmètre, comme dirais-je, à la fois antillais ou sud-américain, mais ça transite aussi par voie terrestre, évidemment, énormément, par le Mexique notamment. Et la Colombie achemine aussi par avion, mais parfois ce sont des avions, c'est carrément des Boeing, ils sont carrément affrétés parfois des Boeing. Donc il y a plein de canaux de dispatch de la drogue en fait pour arriver jusqu'en Europe ou aux États-Unis. Parce que je suis très intéressée, bon, d'abord parce que je suis auteure avec Claire de la maison et très proche de l'officine, mais aussi la chose folle, c'est que j'arrive de République dominicaine du côté du paradis, hein, pas du côté de l'enfer, bien sûr, mais il m'est arrivé une anecdote qui va vous concerner, qui est que au retour donc à Punta Cana, juste à l'embarquement de Paris. Ils ont fait renifler évidemment par des chiens tous les bagages à main, ce qui est curieux hein, pour nous, c'est impressionnant. Et évidemment, ils m'ont arrêté. Il y a un chien qui est devenu complètement fou avec mon bagage à main, donc ils me l'ont fait ouvrir sur le tarmac, ce qui est quand même une expérience que tout le monde vous regarde. Et en fait, le chien mais vraiment avait sa truffe complètement déchaînée en fait sur mon disque dur et donc le type m'a demandé d'ouvrir le disque dur et donc je me dis que peut-être s'il y avait eu votre livre dans le disque dur, peut-être le chien aurait-il reniflé votre livre. Ils n'ont pas compris pourquoi le chien s'était excité comme ça sur le disque dur parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire en espagnol que le chien ne se trompait jamais. Ouais, voilà, donc c'était une jolie histoire pour vous. Elle est vraie, c'est pas inventé, je vous le promets. Ouais, c'est étonnant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est mal élevé ce chien-là. T'as poursuivi ton voyage du coup un petit peu. Non, mais ils m'ont gardé le disque dur, ils l'ont ouvert sur un ordi de l'aéroport. Ça a quand même ça a pris bien une demi-heure, hein, cette histoire. Mais pas raté l'avion. Non, mais c'est des chiens très spéciaux. Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Et là, c'est vrai qu'on se rend tout de suite compte que de la puissance de la drogue là-bas, quoi. Enfin, c'est impressionnant, ouais. Il doit être shooté au plastique, ce chien, c'est bizarre. Hein, c'est étonnant. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'il aurait dû, parce que. Non, je suis sûre que comme j'avais l'événement dans le disque dur de ce soir qui était prévu, je pense qu'il y a quelque chose hein, avec votre livre. Je suis presque sûre. Il a sniffé la drogue qu'il y a dans votre livre. Mon bouquin dans votre disque dur, mais disons, ça m'inquiète. Bon,
tout cas, ouais, effectivement, anecdote intéressante. Mais il cherche les mules aussi. Alors, les mules, je ne sais pas comment il les détecte parce que c'est plus compliqué. Il les passe à la radiographie. Et donc, arriver à détecter une mule, c'est le comportement qui peut trahir. Parce que dans l'estomac, évidemment, on ne peut pas détecter grand-chose autrement que par une radiographie. Enfin, donc, je ne sais pas statistiquement quel est le taux de transport de drogue par voie intestinale, j'allais dire, par rapport au bateau, par rapport à la voie terrestre. Et des parrains, par exemple, vous en avez rencontré? Non. Non, enfin pas des types dans la fameuse soirée où vous êtes allé. Ah, la soirée. Non, en fait, je n'y suis pas allé. On m'a déconseillé Ah, dans cette vous soirée. n'y êtes pas allé, d'accord. En fait, je ne suis pas maso au point que. C'est ma famille qui m'a recommandé de ne pas y aller. Hein. Donc, cette mise en garde me paraissait suffisante pour éviter de prendre des risques. Et c'est vrai qu'il y a toujours un non-dit autour de tout ça. On ne sait pas très bien, comment ça se passe, où ça se passe. Et, donc, il faut postuler. Mais comme je vous le disais, c'est vachement renseigné sur le net maintenant. Moi, la cocaïne transformée en rhum, je pense avoir imaginé, mais à un moment donné, j'ai vérifié que ça existait déjà, en fait. Je ne sais plus si je me suis inspiré de la réalité, je ne voudrais pas prétendre avoir inventé un truc. Hein. Mais en fait, il y a même eu des manières de le faire beaucoup plus sophistiquées encore. Il y a eu un sous-marin, et il y avait des trafiquants. Oui, Ils ça, faisaient je savais. vraiment un mini sous-marin de poche pour traverser l'Atlantique et acheminer la drogue en Europe. Donc, en fait, il défie l'imagination. Hein. Je pense qu'en la matière, je ne sais pas encore ce qu'il y a pu y avoir de plus sophistiqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très élaborées en la matière. Et les documentaires que vous citiez, vous les conseillez? C'est des très bons films. La Planet of the Human, Oui. c'est scotchant parce qu'en fait, quand on comprend que la biomasse, le voltaïque et l'éolien, c'est indestructible. Hein. Le voltaïque, c'est impossible de s'en débarrasser, de le détruire. Le problème des éoliennes, c'est que donc il faut recouler l'acier, il faut décomposer les composants, si je puis dire. Concernant la biomasse, c'est polluant et puis ça utilise des ressources. La biomasse, c'est par exemple des copeaux de bois pour alimenter un certain nombre d'usines qui reproduisent à nouveau de l'énergie. Mais pareil, c'est destructeur d'hectares de forêt. Donc, ça, c'est une chose. Et dans la face cachée des énergies vertes qui a été diffusée sur Arte, les métaux rares, par exemple, au Chili, et notamment, enfin, ce n'est pas un métal rare, le cuivre, c'est différent, mais c'est une mine qui fait 1 kilomètre de profondeur et sur un pourtour extrêmement considérable. Et ça crée une pollution locale, évidemment, je veux dire, énorme. Et ensuite, les métaux rares, l'extraction d'un métal rare, ça nécessite des tonnes et des tonnes pour des milligrammes, si on peut dire. Donc, que ce soit le lithium à terme ou d'autres, dont je ne me souviens plus les noms, le bouquin et la face cachée des énergies vertes le dit bien. Il y a des contradictions, mais inouïes. Hein. Enfin, en fait, moi, je me réfère vraiment à ce que j'ai vu, lu et entendu, qui est fondé. Hein. Je ne pars pas d'extrapolation fictive. Hein. Et donc, ces deux documentaires, la face cachée des énergies vertes comme Planet of the Human, moi, bon, tout à coup, c'est un peu comme si vous faisiez un rewind complet, un reset, comme on dit, et que vous disiez, mais en fait, on est mal barré en la matière. Parce que, et même j'ai un ami qui est chez Veolia, il me dit que dans le recyclage des déchets, mais il y a une marge qui est extrêmement peu. C'est-à-dire que c'est 20% de la totalité des déchets. En fait. Donc, après, les maladies dont je parle concernant le bidonville en question, le lixiviate, un effet pervers de tout l'écoulement d'un certain nombre de déchets dans les décharges, donc dans les immondices, etc., qui fait que ça atteint les nappes phréatiques et ça crée ça, dès qu'on les consomme, enfin, quand on consomme l'eau devenue prétendument potable, ça crée des maladies. Quoi. Enfin, c'est pas pour tresser un tableau absolument noir, mais on est pris dans des contradictions dans lesquelles l'électrique, qui semble l'alternative, il suffit de regarder la Norvège. En fait, en termes d'énergie fossile, concernant le pétrole, c'est les rois de la piste en Europe, tous leurs revenus viennent de là. Et en fait, c'est le premier pays qui a 200 000 véhicules électriques. Et en fait, ils vivent, leurs revenus viennent des énergies fossiles. Donc, quand vous écoutez le documentaire en question, le mec, il dit « Ah, bah, il en faut pour tout le monde. Hein. » Donc, je veux dire, par là, il faut exporter le pétrole tout en étant dans l'électrique en Norvège.
Enfin, je suis obligée de vous quitter, mais c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé aussi vos lectures du livre. Ça donne très envie, donc je sais très bien où le trouver maintenant. Mais en tout cas, je suis obligée de vous quitter. Mais merci beaucoup, Claire, et à vous deux. Merci Manuela. Merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Je pense qu'on peut se quitter sur ce Ouais, dialogue c'est- entre auteurs. Bienvenue. Et je vais mettre un peu. Alors, attends, je mets la Merci clé. beaucoup de votre écoute, en tout cas. Merci à toi, Patrick. Merci à Bonne soirée. Grégory pour cette belle lecture. Et, Merci Grégory, super bien lu. Je ne sais pas si c'est bien écrit, mais c'est bien lu. Je sais pas si c'est bien lu, mais c'est bien écrit.